Bonsoir à tous et bienvenue. Qui va diriger notre région bientôt? Nous votons dans 3 jours exactement dimanche. Alors la gauche va-t-elle réussir à conserver sa majorité? Le Rassemblement national et les Républicains peuvent-ils encore croire à la victoire? Et la majorité présidentielle va-t-elle jouer les troubles fêtes? C'est l'heure du grand débat de cet entre-deux tours et c'est sur France 3, une émission en collaboration avec France Bleu. Tout à l'heure, Stéphane Paris sera avec nous pour relayer vos questions. Et puis, bien sûr, à mes côtés ce soir, Jérémy Chevreuil. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, Elsa. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ici sur la scène du Palais des Congrès de Beaune avec nos invités. Nous sommes en direct jusqu'à 19h. Ils étaient 7 au premier tour, ils ne sont plus que 4 ce soir, 4 prétendants à la présidence du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Je vous les présente tout de suite. Marie-Guide Dufay du Parti Socialiste, votre liste s'intitule « Notre région par cœur ». Vous êtes arrivé en tête du premier tour avec 26,5% des suffrages. Julien Audoul du Rassemblement national à la tête de la liste pour une région qui nous protège. Vous êtes deuxième de ce premier tour avec 23,2%. Gilles Platret, candidat Les Républicains, vous menez la liste pour la Bourgogne et la Franche-Comté qui a obtenu 21% au premier tour. Et enfin Denis Thuriot, La République en marche, à la tête de la liste La Région partout et pour tous, liste qui a obtenu 11,7% des voix dimanche dernier. Bonsoir à tous les 4. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet ultime débat. À 3 jours donc du deuxième tour décisif, je précise que votre placement sur scène a été tiré au sort. Et puis pour vous qui nous regardez à la télévision ou sur le site internet de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez commenter ce débat sur les réseaux sociaux avec le mot dièse REG BFC comme régional Bourgogne-Franche-Comté. Et pour commencer, nous avons demandé à chacun d'entre vous d'apporter une photo qui lui tient à cœur, une photo qui symbolise la Bourgogne-Franche-Comté. Et on va commencer avec vous, Gilles Platret. On va découvrir votre photo. Je vous laisse nous la présenter. Oui, c'est un souvenir qui m'est cher. C'est un paysan qui était né à la fin du 19e siècle et qui a donné sa vie pour son pays en octobre 1914. Comme beaucoup de paysans bourguignons et franc-comtois, il avait été placé avec son régiment pour essayer de contrer l'avance allemande dans la Meuse, ce qu'on appelait le saillant de Saint-Miel. Et c'est un homme qui compte beaucoup pour moi, puisque c'est mon arrière-grand-père. Et son souvenir, que j'ai plaisir à évoquer devant vous, a sans doute un peu contribué aussi à mon engagement. Et puis surtout, cette admiration sans borne que j'ai pour celles et ceux qui se battent pour leur patrie. Merci Gilles Platret. Julien Audoul, quelle est votre photo et pourquoi l'avoir choisie? C'est Madame Simone Audoul-Beccardi. C'est ma grand-mère, c'est, si je puis dire, la femme de ma vie. C'est celle qui a permis que je sois élu. C'est elle qui m'a orienté vers ma formation d'historien. C'est elle qui m'a donné aussi envie de m'engager pour mon département de l'Yonne. C'est mes premiers liens avec la Bourgogne. C'est elle qui m'a fait découvrir les escargots, la gougère. C'est elle qui m'a fait visiter notre patrimoine. Je lui dois énormément et elle m'accompagne en chaque instant. Elle n'est plus de ce monde malheureusement depuis 3 ans. Et j'ai pensé à elle tout au long de cette campagne. C'est pour elle aussi et pour tous nos anciens, tous ceux qui finalement ont porté, je dirais, nos territoires, tous ceux qui ont contribué à façonner notre région, que je me bats et que j'ai envie de protéger celles et ceux qui constituent la Bourgogne-Franche-Comté. Merci Julien Audoul. Denis Thuriot, quelle est votre photo et pourquoi cette photo ? Écoutez, puisque nous sommes en famille, alors c'est pas ma mère, mais c'est une photo de ma mère qui est photographe, comme l'étaient mes grands-parents. C'est surtout une photo du lac de Chaumson, qui est dans le parc régional du Morvan. Et pour moi, ça symbolise beaucoup de choses qui peuvent être rattachées à la région. Évidemment, l'eau, dont je souhaite faire une grande cause régionale, parce que c'est un enjeu. L'eau de l'hiver doit être l'eau de demain. C'est l'eau qui protège, puisque c'est une retenue qui protège notamment Paris des inondations. Et puis, vous apercevez aussi une forte zone boisée. Et c'est l'économie, une partie de l'économie de la Bourgogne-Franche-Comté, la sylviculture, en même temps la biodiversité, et puis quelque part, une des raisons qui attire en Bourgogne-Franche-Comté, le tourisme. Puis dernier argument, c'est une belle photo, comme l'est notre belle région Bourgogne-Franche-Comté, donc je trouvais que ça allait bien. J'aurais pu choisir le lac des Rousses, le lac du Point dans le Doubs, c'est pas les lacs qui manquent, mais en tout cas celui-là est important. Merci Denis Thuriot. Et enfin, Marie-Guide Dufay, quelle est votre photo et pourquoi ce choix? Alors cette photo, c'est la photo d'une boulangerie qui a rené, je ne sais pas si c'est... On dit comme ça, hein, une boulangerie qui n'existait plus dans un petit village, tout petit village de Lyon, à Parly. Et donc, vous voyez, cette boulangerie s'intitule « Parly-moi d'amour ». Cette boulangerie, elle a ressuscité parce que dans ce village, où il n'y avait plus aucun commerce,
des habitants et surtout des nouveaux habitants venus de l'extérieur de cette région ont eu envie de s'ancrer dans ce village et de développer une vraie vie de village. Et donc on fait renaître cette boulangerie en allant chercher d'ailleurs un excellent boulanger. Et la région les a appuyés. Et c'est donc l'illustration de cette ruralité conquérante, cette ruralité innovante, au moment où on parle beaucoup de la ruralité abandonnée. Quand une boulangerie renaît, c'est tout un village qui renaît. Derrière, ce sont des associations, ce sont des animations le dimanche qui s'organisent autour du fournil. Et donc, c'est un symbole de vie en milieu rural qui m'est très très cher. Parlis-moi d'amour. Merci. On parlera de la ruralité tout au long de cette émission. Mais d'abord, je vous propose de revenir sur le premier tour de ces élections dimanche dernier avec un phénomène, un fait très marquant, l'abstention. 2 électeurs sur 3 ne sont pas allés voter. On va écouter justement ces Franc-Comtois et ces Bourguignons désabusés qui ont boudé les urnes. On les écoute et après, on en discute tous ensemble. Non, j'ai pas voté. Parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, vraiment. De toute façon, on fait rien pour nous. Alors, question de boulot, tout ça, on fait rien. Je savais même pas qu'il fallait aller voter, simplement. Ça n'a aucun impact réel. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai pas voté, non, parce que j'étais trop fatigué. Il y a un coup de barre. Je ne savais pas, je n'avais pas le temps, ça n'a pas d'intérêt, pas d'impact sur ma vie quotidienne. Denis Thuriot, que répondez-vous à ces abstentionnistes, à ces citoyens qui se sont détournés des urnes dimanche dernier ? C'est terrible, et en même temps que c'est injuste, parce que les élus, je pense, font de leur mieux, quel que soit leur bord d'ailleurs, et que la région est très présente dans le quotidien des Bourguignons franc-comtois. Je pense que c'est la révélation aussi d'un échec d'avoir transmis quelle était cette région justement dans les transports, dans l'aide à l'économie, dans l'aide aux entreprises qui parfois emploient ceux qui s'abstiennent. Donc il y a manifestement une inadéquation entre ce que fait la région chaque jour, parce qu'elle n'est pas connue. Et je le dis dans mon programme, moi je souhaiterais que mes élus régionaux soient présents sur leur terrain, aux côtés des maires, aux côtés des présidents de communautés de communes, aux côtés des entreprises, et qu'on connaisse leur nom à la fin du mandat, parce que c'est un pari que je vous fais. Refaites le même reportage, vous verrez, personne ne sera capable de citer le nom de son conseiller régional. C'est une réalité. Et donc c'est surtout dommage, parce que l'abstention, quelque part, c'est notre premier adversaire aux uns et aux autres, et l'abstention n'est sûrement pas la solution. Donc il faut tout faire pour motiver les gens à aller voter. Je rappelle que voter, c'est un devoir, c'est un droit. Supprimer ce droit serait terrible, évidemment c'est l'intention de personne, donc il faut l'utiliser. Marie-Guy Dufay, on a entendu que c'était la faute au déconfinement, la faute aux Français qui pensent aux vacances, la faute au calendrier. C'est jamais la faute des politiques, c'est jamais de votre faute. Je pense que tout le monde a une part de responsabilité, et les élus aussi. Tout le monde a une part de responsabilité, je le pense. Alors que la région ne soit pas suffisamment connue, c'est une gifle que nous recevons et que je reçois. Je pense que ce n'est pas spécifique à cette région, parce qu'il me semble que les interviews peuvent être d'une autre région. L'abstention est à peu près similaire au niveau national. Partout, on entendra la région. On ne sait pas ce que c'est. La région, on ne sait pas ce qu'elle nous apporte. Donc, on a tous une responsabilité. Je pense que dans le plus jeune âge, au lycée, il n'y a sûrement pas assez d'instruction civique sur ce que sont nos collectivités, à quoi elles servent. Je pense qu'on parle beaucoup des présidentielles, quand on parle du système institutionnel auprès des jeunes, mais les collectivités locales, on en parle peu. Mais nous, les élus, alors nous cherchons à communiquer sur ce que nous avons fait. Peut-être nous ne faisons pas assez, c'est probable. Mais je pense qu'il y a aussi un gouffre qui s'installe entre les élus et puis la population, qui est due à de la déception, qui est due au fait que les élus ne sont pas toujours dans une posture de sincérité. Je pense que c'est très important. Ben oui, c'est pour ça que je dis que nous avons absolument une part de responsabilité. Et quelle image renvoyons-nous? Est-ce l'image de tout un chacun? Est-ce que tout un chacun se reconnaît dans le langage que nous avons, dans les propositions que nous faisons? Il faut aussi que nous nous remettions en question. Vous dites que les élus ne sont pas forcément sincères. Vous n'êtes pas sincère? Mais c'est ce que j'entends. On ne vous croit pas. Vous ne tenez pas vos engagements. Moi, de mon côté, j'essaye de les tenir. J'en ai pris en 2015 100, je les ai tous tenus. Là, je reprends 100 engagements que j'ai bien l'intention de tenir. Et ça, c'est peut-être la première chose.
importante, effectivement. La sincérité, l'engagement. Gilles Platré, c'est une gifle, disait votre voisine Marie-Guide Dufay. Est-ce que la gifle, vous l'avez prise aussi, cette abstention, c'est une gifle pour vous? C'est un échec collectif, c'est certain. Il faut en chercher les causes parce qu'on ne peut pas se contenter de ça. Ça fait 30 ans maintenant qu'on dit c'est un échec et finalement l'échec se creuse. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que nos concitoyens se détournent des urnes? Pourquoi est-ce que finalement ils laissent choisir ceux qui votent et alors qu'ils sont de moins en moins nombreux, eux, à voter? Je n'ai pas l'explication et personne ne l'a d'une manière précise, mais il me semble tout de même, et c'est un maire qui vous parle, que plus vous mettez de proximité entre les institutions et les habitants, plus vous créez ce lien qui donne envie de choisir. Moi, je regrette infiniment que cette région, qui était avant 2015 d'un côté la Franche-Comté et de l'autre la Bourgogne, soit devenue une grande région, sans que personne ne soit consulté. Madame Dufay, Monsieur Patria étaient comme larrons en foire dans le bureau de Monsieur Hollande pour réclamer cette fusion. On n'a pas consulté les habitants et du coup, on a éloigné la région des citoyens. On a augmenté les impôts, on a augmenté les frais de fonctionnement et finalement, personne ne s'y retrouve. Il ne vous aura pas échappé que dans mon projet, je veux recoller au terrain avec une région décentralisée, avec des maisons de la région dans chaque département, avec des élus qui seront sur le terrain au contact des citoyens, au contact des maires, pour essayer de recréer ce lien de service public, ce lien démocratique dont nous avons besoin. 2 milliards d'euros de budget, et personne, ou si peu, ne sait exactement ce qu'est la région parce qu'elle est passée sous les radars toutes ces dernières années. Il y a peut-être un chemin ici, je ne dis pas que j'ai la science infuse ni la recette miracle, mais il y a peut-être un chemin pour recoller les électeurs à l'institution régionale en décentralisant, en se rapprochant du terrain. Bourgogne d'un côté, Franche-Comté de l'autre. Julien Audoul, 63% d'abstention, c'est la faute à qui? Au-delà de la région, nous vivons depuis 30 ans une crise de la démocratie. On le voit avec les chiffres de l'abstention qui, élection après élection, s'accroissent. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter parce que, je le redis, il y a évidemment un phénomène extrêmement grave. Si un jour ou l'autre, il n'y a plus de votants, il n'y aura plus d'élections. On ne demandera plus l'avis à nos concitoyens. Les décisions viendront d'en haut, les décisions seront purement technocratiques. Et puis aussi, il y a, si je puis dire, la technocratisation des collectivités, des politiques publiques. Si nos concitoyens regardent les délibérations du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, elles sont illisibles. Elles sont totalement illisibles au commun de nos citoyens qui, encore une fois, ont besoin de clarté. Ont besoin de savoir pourquoi ils votent, ont besoin de savoir pourquoi ils payent aussi. Donc c'est la région qui ne passionne pas? Non, mais je veux dire, c'est un ensemble de facteurs. C'est un ensemble de facteurs. Chacun a y prendre sa part, évidemment. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a 2 catégories qui s'abstiennent le plus. Et c'est les 2 catégories, finalement, qui sont les plus fragiles. Les jeunes, qui se sont abstenus massivement dimanche dernier, et les catégories populaires. Les catégories populaires qui croient à tort, parce qu'on leur a fait croire que rien ne changerait, que le système finalement est figé, alors que les politiques qui sont mises en œuvre finalement les maltraitent socialement, les maltraitent démocratiquement. Donc moi j'appelle à un sursaut démocratique qui encore une fois est nécessaire pour que ça change tout simplement. Parce que moi je veux dire à nos compatriotes, j'entends votre colère, j'entends votre désenchantement qui est légitime au regard de ce qui a été fait depuis 30 ans. Mais si vous n'allez pas voter, rien ne changera. Pourquoi c'est votre parti qui est le plus touché par cette abstention? Est-ce que finalement vous êtes victime d'être devenu un parti comme les autres, boudé par ses électeurs? Il y a trop de normalisation au Rassemblement national? Nous avons été victimes de l'abstention, comme vous l'avez dit, plus que les autres. 73% de l'électorat du Rassemblement national ne s'est pas déplacé parce que notre électorat est principalement issu des catégories populaires. Notre électorat et donc vous ne séduisez plus cet électorat. Le plus fragile, non. Il y a tout un tas de facteurs. Déjà, notre électorat est focalisé sur la présidentielle parce qu'il a compris, et malheureusement c'est notre système institutionnel qui est comme ça, et qui a été aussi voulu par M. Macron, qui a été voulu par le quinquennat, il a compris que tout se jouait à l'élection présidentielle, et que c'est l'élection présidentielle qui était devenue malheureusement, et je le dis malheureusement, l'alpha et l'oméga de la politique nationale. Mais moi je dis à nos électeurs, parce que l'élection n'est pas terminée, on a tendance à faire croire que cette élection est jouée. Non. Les électeurs du RN peuvent gagner. Les électeurs du RN, s'ils se déplacent dimanche, peuvent changer les choses. Moi, j'attends d'eux un sursaut démocratique pour faire barrage à Mme Dufay, pour faire barrage à la gauche et aux extrémistes verts. Denis Thuriot, ce chiffre terrible, 83% des 18-24 ans n'ont pas voté. Pourquoi vous n'arrivez pas à intéresser les jeunes? J'aurais posé la question hier soir, je suis allé voir
match de l'équipe de France avec eux en terrasse et j'ai échangé. Beaucoup ne perçoivent pas d'abord l'intérêt. Pour eux, voilà, la région ne sert pas. Et puis je pense qu'il faut travailler, et j'en ai parlé au ministre de l'Intérieur, sur vraiment une accélération d'autres moyens de vote. Aujourd'hui, nous avons de l'intelligence artificielle qui peuvent nous permettre peut-être de nous orienter vers d'autres moyens de vote plus modernes. Le vote en ligne, pourquoi pas retravailler aussi sur le vote par correspondance. Ce sont des choses qui pourraient faciliter... Sur la distribution des professions de foi, monsieur Thuriot. Alors les professions de foi, moi je ne suis pas facteur, c'est pas moi qui en ai la responsabilité. Non mais c'est votre ministre de l'Intérieur. Personne ne l'est. Je disais simplement qu'à chaque élection, moi je n'ai pas parfois eu les buts de profession de foi. On en est tous victimes, n'accusez pas l'État. Je pense que le mouvement de la majorité présidentielle n'est pas avantagé qu'il n'y ait pas eu les professions de foi. Et donc, j'espère qu'on les aura pour le deuxième tour. C'est aussi, effectivement, ce qui a sans doute empêché de voter certains. Denis Thuriot, vous avez la parole, je vais vous la redonner. Vous avez subi de grosses pressions de vos adversaires depuis dimanche soir. Le patron du Parti Socialiste vous a demandé de vous retirer. Le patron des Républicains vous a demandé de vous retirer. Finalement, vous êtes candidat en disant le risque, puisque c'est comme ça que vous le considérez, le risque FN est écarté. Ça veut dire que pour vous, l'élection, elle est déjà jouée ? Écoutez, j'ai envie de commencer à répondre à votre question par une question Mme Dufay. Mme Dufay, est-ce que vous estimez en danger actuellement par ma présence ? Je ne qualifierai pas les choses ainsi, mais votre présence n'est pas compréhensible au regard de toutes les déclarations que vous aviez faites auparavant. Alors, je vais vous la faire comprendre. Parce qu'être intelligent, c'est faire ses comptes et c'est aussi observer. Observer que le Rassemblement national est beaucoup plus bas qu'il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il était autour de 31%. Vous étiez 3e. Vous avez pris un risque énorme. Vous avez gagné, mais vous avez pris votre risque énorme. Donc, moi, je considère que le risque est très minime aujourd'hui par rapport aux chiffres. J'aurais sans doute choisi une autre solution. Vous savez, j'ai reçu de pression de personne. Très franchement, M. Jacob ne m'a pas appelé, M. Faure ne m'a pas appelé. Les donneurs de leçons d'un parti socialiste qui s'est suicidé et que j'ai quitté compte tenu aujourd'hui du peu de poids qu'il a. Il n'y a même plus de section du Parti socialiste à Nevers. Ça vous donne l'idée. Monsieur Jacob qui soutient Monsieur Platré qui s'est allié avec le trait d'union du Front National qui est Debout la France. Je pense qu'à ce moment-là, il faut demander aussi à Monsieur Platré de se retirer. Et puis comparer avec la région Centre-Val de Loire, nous sommes à quelques points près dans la même situation. Je n'ai pas entendu crier au loup. Nous ne sommes pas ici en région PACA. Il ne faut pas tout mélanger. Donc je considère qu'aujourd'hui, j'ai d'abord un électorat qui m'a porté... Donc vous considérez que l'élection est jouée ? Non, je considère que, bien sûr qu'elle n'est pas jouée. Nous avons 1 300 000 personnes qui ne sont pas allées voter. Je considère qu'il peut y avoir de grandes surprises si l'électorat se mobilise, parce que contrairement à ce que dit M. Odoul, l'ensemble de nos mouvements, et le mien beaucoup, n'a pas eu son électorat dans les urnes. Donc rien n'est joué. Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est important que je sois là parce qu'il y a un électorat qui m'a fait confiance, qui ne se retrouvera sûrement pas dans une gauche qui s'est alliée avec l'extrême gauche et dans une droite qui s'est alliée avec l'extrême droite. Vous mettez tous les autres bourguignons franc-comtois où ? Donc je suis une solution et je vais même aller plus loin. Je pense que ma présence... Non, je termine. Je pense que ma présence, si elle n'était plus là, aurait augmenté l'abstention et aurait augmenté le Front National. Gilles Platré, sur l'abstention et le maintien de M. Thuriot, puisque le président de votre parti lui a demandé de se retirer. J'ai d'ailleurs précisé dans le débat tout de suite que Christian Jacob serait à Dijon avec François Baroin ce soir même pour me soutenir. Écoutez, non, mais après tout, ce sont des leaders qui s'engagent. Et on est dans un débat démocratique et c'est bien légitime. Je pense que vous n'avez pas manqué de soutien, puisque visiblement, les ministres ont beaucoup de temps à passer en campagne et sont venus abondamment vous soutenir. Ceci étant dit, sans vouloir faire injure à M. Thuriot, contre lequel je n'ai absolument aucun grief, il sait très bien que personne dans l'histoire politique française n'est jamais passé de 11 à 35% entre les deux tours. Ça n'est pas lui faire injure que de dire qu'il ne gagnera pas cette élection. Je me garderai bien de fanfaronner en disant que je vais la gagner. Ça, je laisse ça à ceux qui roulent des mécaniques. Il faut être très humble par rapport à ce que les électeurs décident. Mais pour autant, il est une évidence qu'on n'a aucune chance, en votant M. Thuriot, d'accéder à la présidence de la région. Après, les électeurs sont souverains. Personne n'en est propriétaire. Donc chacun se déterminera. Je pense que l'offre politique, en fait, elle est plutôt claire dans ce débat. M. Thuriot ne peut pas gagner. Et d'ailleurs, M. Patria disait chez vos confrères de Public Sénat lundi matin que leur objectif, c'était finalement de ne pas redescendre en deçà de 11%, de conserver ces 11% du premier tour. On voit bien donc qu'il n'y a aucune logique de gagne là-dedans. Le Rassemblement national est au taquet. Il ne regagnera pas, pas plus d'ailleurs qu'il y a 6 ans
des électeurs au deuxième tour. Il sera à 25-26%, pas davantage. Eh bien voilà, nous voici dans un duel, Madame Dufay, entre la droite républicaine, que certains trouvent trop à droite, comme Monsieur Thuriot, mais que j'ai essayé d'équilibrer avec les centristes, avec le mouvement écologiste indépendant, et la gauche, j'allais dire, quelle gauche ? Le Parti socialiste, dans l'état où il se trouve, qui est obligé de s'appuyer sur des Verts qui, demain, tiendront la majorité. Puisqu'avec 8 élus d'extrême gauche verts, Madame Dufay ne pourra rien faire sans leur accord. Elle le sait, elle a pris son risque pour essayer de colmater les fuites du bateau Région, mais pour autant, nous sommes dans une confrontation droite-gauche, et c'est ce que les électeurs ont à trancher dimanche. Julien Audoul. Alors moi, je n'ai pas grand-chose en commun avec M. Thuriot, à part peut-être qu'on aime le foot tous les deux. Je suis un opposant farouche de La République En Marche. En revanche, moi, je suis un démocrate. Les électeurs de M. Thuriot l'ont qualifié pour le second tour. Ça veut dire que les électeurs de M. Thuriot souhaitent que le mouvement de M. Thuriot soit représenté au sein de l'Assemblée régionale. Tout cela, c'est la démocratie. Donc moi, je ne comprends pas ces pressions, ces désistements, ces fusions, ces méthodes pour faire barrage. À un moment donné, il y a un principe. On est à la proportionnelle ou pas ? Les électeurs font leur choix et ils veulent que certains courants politiques puissent les représenter au Conseil régional. Donc moi, je trouve tout à fait normal que M. Thuriot soit présent. Et ensuite, sur les enjeux de ce scrutin, ils sont clairs. Les électeurs de Bourgogne-Franche-Comté, alors que 70% des électeurs du RN ne sont pas déplacés, m'ont désigné comme le principal opposant à Mme Dufay et comme l'alternance à Mme Dufay. Donc moi, j'appelle un large rassemblement, car je suis le seul en capacité de gagner cette élection face à Mme Dufay. Rassemblement, évidemment, de nos électeurs qui ne sont pas allés voter, et je les enjoins à prendre le chemin des urnes dimanche, et puis le rassemblement de tous ces électeurs de droite qui ne veulent pas de la gauche et l'extrême gauche. La responsabilité, c'est d'empêcher 6 années avec ces écolos dingos qui vont mettre en place des politiques totalement folles, qui vont fragiliser à la fois nos entreprises, les automobilistes, notre identité, nos terroirs. À un moment donné, il faut prendre en responsabilité ce scrutin et se rassembler Marie-Guy Dufay, pour reprendre les mots de vos adversaires, serez-vous otage des écolos dingos ? Vous redemandez la parole. Ah bah bien sûr, je vous la donne. Parce que j'entends des mots, les dingos, les extrémistes, les Khmers verts. Non mais ayez d'abord un peu de respect, déjà pour les électeurs qui vont voter pour cette composante de notre démocratie que sont les verts et les écologistes. Après, que je sois l'otage, la prisonnière, je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé cela. J'étais avec les Verts en 2010, j'étais avec les Verts, enfin en 2010, avant 2010, quand j'ai pris la succession de Raymond Forny en 2008, de 2008 à 2010, puis ensuite en 2010, où les Verts m'ont rejoint effectivement au deuxième tour, comme ici, et nous avons mis en place des politiques structurantes en matière de biodiversité, d'efficacité énergétique, dont je suis fière, et qui sont encore en cours, et je n'ai jamais été prisonnière de quiconque. D'ailleurs, les Verts m'ont rejoint sur mon programme. Mon programme n'a pas été fondamentalement chamboulé parce que les Verts sont venus nous rejoindre. Nous avons renforcé, un certain nombre de choses. On aimerait avoir quelques éclaircissements. Donc, franchement, arrêtez vos expressions. Et dingo, vous ne croyez pas que dingo, c'est de vouloir démanteler les éoliennes sur notre territoire? Quand des élus verts demandent de cohabiter avec les rats et les punaises de lit, quand des élus verts demandent de retirer le sapin de Noël qu'ils qualifient d'arbre mort, quand des élus verts demandent des menus sans viande à la cantine, quand des élus verts veulent exclure le Tour de France, quand des élus verts financent des mosquées radicales, c'est ce que j'appelle un danger à la fois pour nos terroirs, pour notre identité, pour notre économie, mais aussi pour la République. Car comme le disait votre collègue Anne Hidalgo, oui, les Verts ont un problème avec la République, Madame Dufay. Vous êtes dans la caricature. Ce n'est pas la caricature, ce sont les faits, c'est le bilan des municipalités gérées par Europe Écologie Les Verts, qui sont totalement folles. Et aujourd'hui, les électeurs voient la réalité. Julien Audoul, vous interpellez Madame Dufay, on la laisse répondre et après on avance. Ce sont eux qui vont infléchir vos politiques si vous êtes élus dimanche. Je n'ai plus à Donc ça, je pense que les Bourguignons et les Franc-Comtois n'en veulent pas. Moi, j'ai eu des appels à la fois de transporteurs routiers, à la fois d'agriculteurs, que ce soit pour les prédateurs, à la fois pour l'écotaxe, parce que l'écotaxe va plomber. L'écotaxe va plomber 30 000 emplois. On y reviendra, monsieur. Ça, c'est la politique des Verts. Si vous parlez trop au début, monsieur Audoul, on sera obligé de vous raccourcir votre temps de parole à la fin. Attention. Je vous propose de parler à présent de la compétence majeure du Conseil régional. On va parler un peu de fond également. C'est le développement économique. Avec bien sûr cette actualité avant-hier,
La fonderie MBF, fonderie emblématique de Saint-Claude, c'est l'une des dernières de France, a été liquidée. 280 salariés sont sur le carreau. Ce sous-traitant automobile travaillait pour Renault et pour PSA notamment. C'est une entreprise de Saint-Claude dans le Jura, emblématique de Saint-Claude, emblématique aussi des difficultés de notre industrie. Je vous propose d'écouter la rage, vraiment la rage des salariés. C'était à la sortie du tribunal de commerce de Dijon avant-hier mardi. Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, au lieu de rester ministre là, reconvertissez-vous en chauffeur de corbillard. Voilà, c'est ce que vous êtes exactement. Les politiques, vous êtes tous des enculés. Vous êtes des voleurs. Les politiciens de merde qui vous êtes à servir de nous. Venez, fils de chien. C'est pour ça qu'il y a de l'abstention. On peut s'en servir pour y cramer. Vous êtes ça, des miettes, des miettes. Ça, vous êtes. Marie-Guy Dufay, ces propos sont extrêmement durs. Est-ce que vous vous sentez responsable? Dans cette affaire qui est un malheur, un grand malheur pour les salariés, pour les familles, pour le territoire de Saint-Claude, la région, elle a tout fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a poussé tous les feux. Premièrement, prendre en charge les salaires dans une entreprise en difficulté le temps que le tribunal de commerce examine des offres de repreneurs, parce qu'à ce moment-là, il y en avait 3. Ensuite, la région a proposé d'entrer dans le capital d'une future entité à constituer et de chercher un pool d'investisseurs pour cette future entité. Nous avions besoin de temps supplémentaire. Ce temps n'a pas été donné compte tenu de la situation financière difficile de l'entreprise. Mais voyant que le tribunal allait statuer et qu'il n'y avait qu'un repreneur, un repreneur qui n'était pas soutenu par l'État, je me suis désolidarisée de l'État pour soutenir cet unique repreneur et lui proposer que si son offre était retenue par le tribunal, nous entrions au capital de son entreprise et que nous lui amenions les fonds nécessaires pour l'investissement. Donc nous avons tout Donc poussé. ça veut dire que c'est un échec aujourd'hui? Ça veut dire que les politiques sont impuissants dans ce genre de dossier? Je pense que l'état de l'entreprise était catastrophique, excusez-moi, mais quand on a la gestion qu'il y a eu dans cette entreprise depuis 5 ans, une entreprise dans laquelle nous n'avions pas à intervenir, parce que j'entends dire qu'on n'a pas su contrer le management de cette entreprise. Il n'appartient pas à une région d'intervenir dans le management de l'entreprise. Et donc, cette région a été mise en faillite sciemment par les dirigeants précédents. Quand vous héritez de cela, c'est quand même très très difficile. Alors qu'il y a de la technologie, des machines, du savoir-faire, dans un secteur qui est aujourd'hui extrêmement sinistré, puisque c'est le secteur lié à l'industrie automobile et au basculement du moteur thermique au moteur électrique. Ça, c'est sûr. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, dans la crise des fonderies en France, s'il y avait une fonderie qui ne devait pas fermer, c'est bien celle-ci, parce qu'à Saint-Claude, territoire enclavé, il est quand même très difficile de reclasser les gens. Alors, on va être aux côtés de l'État qui met des moyens très importants. Je n'ai jamais vu des moyens aussi importants. C'est des moyens exceptionnels. Et donc, la région sera forcément aux côtés de l'État. Denis Thuriot, les salariés qu'on a entendus sont très virulents à l'égard de certains membres du gouvernement. L'État est-il en cause dans cette affaire? Je ne le pense pas. Je pense qu'un emploi est toujours une victoire. 280 personnes et leurs familles concernées, c'est une lourde défaite. Une lourde défaite, et il faut assumer les choses. Il faut surtout se servir du fonds de reconversion de 50 millions pour la fonderie, et donc qui sera notamment orienté de façon prioritaire vis-à-vis de ses salariés s'il n'y a pas d'autre solution. Je pense qu'il y en a peut-être une, je ne veux pas laisser courir de faux espoirs. Une entreprise, d'abord, c'est un chef d'entreprise qui la dirige, ce n'est pas une collectivité. Après, si les mauvais choix ont été faits, par contre, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accompagnement suffisant. La région est là pour accompagner. Et c'est pour ça que dans mon programme, moi, je souhaite associer les branches professionnelles à la définition de l'appui économique pendant 6 ans et pas les prendre à témoin quand c'est trop tard. Il faut qu'on arrête d'être les pompiers. Il faut qu'on soit dans l'anticipation et qu'on aide les entreprises à prendre les bons choix. Et là, en l'occurrence, il y avait eu des bons choix qui ont été faits. Mais je le dis, l'État s'est associé et c'est pour ça que la région s'était engagée à garantir les salaires, parce que l'État est derrière. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est que c'est une décision de justice qui a décidé. C'est pas le gouvernement. Vous le savez, la justice est indépendante. Et malheureusement, le tribunal de commerce n'avait fait qu'un petit renvoi de 8 jours qui rendait impossible de trouver un repreneur. Ça fait des mois que ça dure. L'État avait gelé une dette de 10 millions d'euros.
10 millions d'euros pour ne pas mettre l'entreprise en difficulté. Il y avait besoin d'un peu de temps, et ce temps, on l'avait puisque l'État finançait les salaires avec la région. Donc je ne comprends pas cette brutalité, mais il y a encore possibilité d'un appel, et moi je pense qu'il faudrait le faire. Gilles Piatret, est-ce que c'est le rôle d'un conseil régional d'investir dans des entreprises privées? C'est d'abord le rôle d'un conseil régional de dire à l'État quand il fait des bêtises. Cette affaire, elle est née il y a quelques années lorsque la France, parce qu'il y a l'idéologie verte en l'occurrence, je suis désolé d'y revenir, a décidé d'interdire les moteurs thermiques et diesel sans accompagnement de la filière. Et c'est exactement... une décision européenne pour le coup. Attendez, la France, écoutez, il appartient à la France d'être une nation souveraine et de protéger son industrie. Voilà des décennies qu'on la laisse partir à l'étranger. Et là, on accepte que 40% des fonderies françaises, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports officiels qui ont été produits par le gouvernement, vont dégraisser et disparaître avec leurs emplois. Donc le rôle de la région, ça n'est pas d'encourager un État qui détruit l'industrie. Sauf que la fonderie en question, elle produit des pièces pour les moteurs qui ne sont pas thermiques, hydrogène, des choses comme ça. Ils ont commencé à investir. Je vous dis simplement que nous ne pouvons pas être les bras ballants devant des décisions nationales qui impactent une région. Qu'est-ce que vous auriez fait alors à la place de Marie la nôtre Buffet, qui est très industrielle. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ça veut dire concrètement que demain, puisque hélas l'affaire de Saint-Claude a été rendue, je ne sais pas encore s'il y a un espoir, mais le seul espoir qu'il nous reste aujourd'hui, c'est de reconvertir pour que ces salariés, ils sont plus de 280 qui se retrouvent sur le carreau aujourd'hui, soient demain en capacité d'être embauchés par des entreprises nouvelles qui viendront s'implanter à Saint-Claude. Ça, c'est notre enjeu aujourd'hui. Mais je le dis clairement, nous ne pouvons pas être une région spectatrice. Madame Dufay n'a jamais mis la pression à l'État sur tous les dossiers avec lesquels nous avons été confrontés. Nous ne pouvons pas, par exemple à General Electric, accepter que le ministère des Finances nous mène en bateau les syndicats, mène en bateau les salariés, sans rien dire. Vous savez quoi? Quand vous interrogez les organisations syndicales de Belfort, on vous dit que les éléments de langage du ministère de l'économie sont exactement repompés sur ceux de General Electric, une entreprise qui est en train de tout liquider après avoir touché l'argent de la France. Donc nous devons être une région protectrice sur le plan industriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument un audit général de toute l'industrie en danger sur la région. S'il faut investir, je l'ai déjà dit d'ailleurs, j'y suis tout à fait favorable. Mais nous devons prendre les devants, sans quoi nous courrons toujours sur cette casse sociale qui laissera immanquablement du monde sur le carreau. Julien Audoul, est-ce qu'on espère le marché ou est-ce qu'on aide ces entreprises? Si oui, lesquelles et dans quel secteur? Sur la liquidation des MBF à Saint-Claude, les questions qui se posent, c'est à quoi sert la région? À quoi sert la proximité de la candidate sortante avec le président de la République? Et finalement, la trahison, parce qu'il s'agit d'une trahison, elle pose la question du respect de la parole publique. Madame Dufay a fait énormément de promesses. Madame Dufay s'est servie de la détresse des salariés de MBF pour un outil électoral, pour une promesse électorale. Et quand on voit ce qui s'est passé avant-hier, quand on voit qu'en parallèle, Madame Dufay est en train de distribuer les postes pour ses amis extrémistes verts, on voit là finalement toute l'incompétence, le mensonge et la trahison qui a été celui de la majorité sortante. Dufay, vous ? Un fonds souverain régional. Puisque Madame Dufay, finalement, prend les choses à l'envers. Elle disait, on attend que l'investisseur, donc M. Azoulay, soit soutenu par l'État, et ensuite on entrera au capital. Il fallait que la région entre d'abord au capital, que la région soit volontariste, qu'elle soit protectrice. Et ça ne date la région doit investir dans toutes les entreprises en difficulté. Je pense que oui, la région doit être un bouclier social et industriel. Je pense, compte tenu de la gravité de la situation, nous sommes en pleine crise économique. 15 000 emplois ont été détruits. 15 000 emplois ont été détruits depuis un an. Si on prend la période 2010 à 2015, 30 000 emplois ont été détruits, 30 000 emplois industriels. Cet argent, on le trouve où ? Cet argent, déjà, on le trouve en faisant des économies. Notre groupe Rassemblement national a fait, à chaque session budgétaire, des économies colossales sur tous les sujets, des subventions qui ne concernent pas la région, solidarité internationale, formation des migrants, communication dérégulée, art contemporain et autres. Ça ne concerne pas le quotidien de nos compatriotes. Moi, je souhaite remettre l'argent au bon endroit et je souhaite que la région agisse, pas qu'elle se contente de pleurer sur le lait renversé. Ça a été la politique de Madame Dufay. Qu'est-ce qui a été fait par la région concrètement pour anticiper? MBF, il fallait anticiper depuis des mois. Là, aujourd'hui, on voit le drame social, le drame industriel et le drame humain. Parce que peut-être que pour Mme Pannier-Runacher, la ministre, ce ne sont que des statistiques.
Mais là, c'est des hommes et des femmes. C'est des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui dans la détresse, dans l'angoisse, et qui voient que les responsables politiques n'agissent pas. Merci pour eux. Julien Audoul. Marie Dufay, vous répondez très rapidement. C'est Et après, on intolérable. avance. C'est intolérable de se servir de cette affaire dans un but électoral. C'est intolérable. Est-ce C'est pas moi qui étais en meeting est-ce à moi, MBF, est-ce Madame moi Dufay. qui ai décidé du calendrier de cette affaire? Ça tombe très très mal, mais là vraiment vous exploitez les choses d'une façon honteuse. Après je vous entends dire il fallait mettre de l'argent, on va créer un fonds souverain, fallait mettre de l'argent et Madame Dufay n'a pas mis l'argent. Mais on met de l'argent dans une entreprise. L'entreprise elle n'existe plus. Donc il y a un repreneur. Il faut qu'on ait le projet du repreneur pour pouvoir mettre de l'argent dans ce projet. Si le tribunal de commerce avait statué pour ce repreneur, Faut anticiper, nous, Madame Dufay. mais l'anticipation, nous l'avons pas faite. votre fort, l'anticipation. L'anticipation, nous l'avons faite parce que pour pouvoir mettre de l'argent dans le capital d'une entreprise, il faut une expertise indépendante. Et nous avons pris les moyens de diligenter cette expertise si jamais le tribunal de commerce avait pu retenir l'offre. Nous étions prêts. Malheureusement, les choses ne se sont pas ainsi faites. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on avance un peu et qu'on aille un petit peu plus loin avec un secteur qui se porte bien. Et pourtant, vous allez l'entendre, on a rencontré un chef d'entreprise qui a un gros souci. On l'écoute et on en discute juste après. Bonjour, Michel Liardet, patron d'Européenne de Condiments. On est le deuxième producteur de moutarde en France avec plus de 25 000 tonnes produites par an avec notre marque phare Bornier. Aujourd'hui, moi je voudrais poser une question à la région, savoir en fait comment on peut nous aider au niveau recrutement. C'est un vrai problème aujourd'hui sur quasiment tous les postes. On a énormément de problèmes de recrutement, que ce soit pour des caristes. On n'est pas la seule entreprise dans la région, que ce soit pour des opérateurs de conditionnement, que ce soit pour des cadres également, en termes d'attractivité de la région. Donc qu'est-ce que peut faire la région Bourgogne-Franche-Comté pour nous aider? Et nous, on veut du concret, du pratique, de l'opérationnel. On veut du concret. Gilles Platré, comment aider concrètement les chefs d'entreprise de la région qui peinent à recruter? C'est bien un des enjeux du mandat qui va s'ouvrir. Comment est-ce qu'on fait de la région un véritable partenaire de la croissance économique? D'abord, c'est une région qui doit être modeste et active. Moi, j'ai inscrit d'emblée dans notre projet une baisse de la fiscalité. On l'a terriblement augmentée. Vous savez que l'un des leviers, c'est la fiscalité sur les cartes grises. Nous la baisserons au niveau où elle était avant la fusion. Et demain, il faut une région encore plus partenaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous réunirons les branches professionnelles régulièrement, et pas simplement avec les agents de la région, mais avec les élus, et en particulier le président de région que je serai, pour pouvoir définir avec eux les besoins, notamment en termes de main-d'œuvre, mais pas simplement, en matière d'investissement, en matière de mutation technologique, en matière d'immersion dans les bassins d'emploi qui sont ceux de notre région. Et il faut, alors là c'est un reproche énorme que j'adresse à cette majorité, je sais que ça déplaira à Madame Dufay, mais rien ou pratiquement rien n'a été fait en matière d'orientation professionnelle. Nous avons à peine 1% de notre budget général, 0,7% consacré à cet objet. Vous avez un chômage des jeunes de 20% dans la région. Et vous avez, comme le chef d'entreprise qui vient de parler, des centaines, voire des milliers de chefs d'entreprise qui ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée à embaucher, même en CDI, même avec des salaires très appréciables. Demain, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une politique d'orientation professionnelle ambitieuse? C'est une politique qui fait rentrer les entreprises dans le système éducatif. C'est une entreprise une région qui en particulier demande aux jeunes qui viennent d'entrer dans la carrière d'aller présenter leur filière qui recrutent aux jeunes des lycées, voire même en partenariat avec les départements, il n'y a aucun partenariat région-département pour le moment, avec les lycéens. Donc c'est une politique offensive exactement l'inverse de celle qui a été conduite et qui nous conduit à cette situation abracadabrantesque. Merci Gilles Platré. Denis Thuriot, vos mesures prioritaires pour aider ces chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à embaucher? On a vu tout à l'heure une entreprise malheureusement en difficulté, pas forcément pour les problèmes de recrutement, mais il y en a beaucoup, comme votre exemple, qui ne demandent qu'à se développer et qui ont des difficultés de recrutement. Madame Dufay n'a jamais posé son bilan de ce qui a été réalisé pendant 6 ans et notamment de ce qu'elle a mis ou pas en œuvre sur l'innovation. Il y a beaucoup d'entreprises innovantes et il n'y a malheureusement pas la main-d'œuvre adéquate. Nous nous engageons à faire de la formation de proximité. Dijon et Besançon sont importantes, mais nous devons définir l'offre de formation avec les présidents d'université qui ne dialoguent pas actuellement avec la région, ils me l'ont dit, avec les organisations
organismes de formation et surtout orienter les formations aux bons endroits. Une entreprise qui n'arrive pas à recruter dans un bassin de territoire, dans un bassin de vie, c'est parce qu'il n'y a pas des jeunes qui sont formés à côté ou alors que l'entreprise n'est pas connue. Il faut que les entreprises ouvrent leurs portes, mais ça de plus en plus de chefs d'entreprise le font. Et nous avons défini dans notre programme un territoire d'entreprise. C'est plus la région qui définit les choses, ça remonte du terrain et par les élus régionaux et par les personnes de la région, nous serons vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fin. Je voulais dire que la région aujourd'hui a augmenté de 15 millions d'euros sur le mandat, le coût salarial, le coût qui donc ne bénéficie pas au territoire. Avec ce coût, on pourrait développer des campus connectés, des tiers-lieux, de la formation vraiment dans des petits endroits ruraux qui se sentent oubliés, qui finalement votent Rassemblement national bien souvent alors qu'ils n'en ont aucune envie quelque part. Donc c'est ça que nous souhaitons développer, plus de proximité, plus d'égalité, plus d'équité pour tous les territoires. Julien Audoul, sur la formation professionnelle, faut-il adapter les formations aux demandes des jeunes ou aux demandes des entreprises ? Je tiens juste à dire à M. Thuriot, pour le rassurer, quand les gens votent Rassemblement national, c'est qu'ils en ont envie. On ne les force pas. Pas toujours. Heureusement, pas ils en ont envie, c'est leur choix et il faut le respecter comme chaque électeur. Pour la région, en matière de formation, qui relie la question de l'attractivité aussi, qui relie la question des besoins, évidemment, il faut que la région favorise le terreau. Et il faut que la région mette l'argent public au bon endroit. Parce que malheureusement, de l'argent public est gaspillé. Gaspillé dans des entreprises qui ne font pas le choix du local, qui ne font pas le choix de recruter, de préserver l'emploi local. Ça a été le cas tout au long du mandat. On l'a dénoncé régulièrement. Je me rappelle d'ailleurs d'un déplacement dans une entreprise forestière dans le Morvan, subventionnée par la région, qui faisait appel à des travailleurs détachés des pays de l'Est, qui dormait d'ailleurs à même le sol, et qui faisait venir sa production de sapins de Noël du Danemark. Est-ce qu'on peut concevoir que l'argent public, l'argent des Bourguignons et des Franc-Comtois, favorise à la fois le travail détaché et en même temps des productions qui ne sont pas de la région? Évidemment non. Moi, il y aura des critères extrêmement précis pour favoriser le recrutement de nos jeunes. Parce qu'encore une fois, je considère qu'il y a une grave discrimination aujourd'hui qui va s'accentuer avec les politiques qui vont être mises en œuvre, que nos jeunes soient concurrencés, et notamment par une main-d'œuvre issue de l'étranger, une main-d'œuvre de migrants notamment. Dernièrement, il y a une actualité qui m'a quelque peu révolté. 12 migrants qui ont été embauchés à PSA Vesoul, dans des postes de préparateurs de commandes, alors qu'il y a des centaines de Français, de jeunes Françaises et Français qui attendent ces postes, qui étaient là pour ces postes. Malheureusement, on en a fait passer d'autres. Et la politique migratoire de Mme Dufay, parce que Mme Dufay parle beaucoup de la sécurité comme n'étant pas une compétence régionale, malheureusement, elle a fait de l'immigration une compétence régionale, ce que ne veulent pas les Bourguignons et les Franc-Comtois, ce qui fait passer, encore une fois, nos jeunes après les migrants, avec des discriminations et des injustices totales. Marie-Guide Dufay, en matière de formation et d'apprentissage, la région ne fait pas assez, la région gaspille. Qu'est-ce que vous répondez à vos adversaires? Je vais reprendre. La région ne travaille pas avec les branches professionnelles, donc elle est à côté des besoins. Nous travaillons de façon constante avec les branches professionnelles. Nous avons un dialogue régulier, structuré. Mais en plus, il n'est pas au niveau régional, ce dialogue. Il est territoire par territoire. C'est-à-dire que sur chaque bassin d'emploi, nous identifions avec les branches professionnelles, avec les chefs d'entreprise, les besoins. Et nous mettons en face les formations. Je peux vous citer des formations sur tous les territoires qui sont mises en place spécifiquement comme de la dentelle pour répondre aux besoins des chefs d'entreprise. À côté. Non, sauf attendez, que ça ne marche pas partout, Madame Dufay, on vient de l'entendre. Laissez-moi aller jusqu'au bout, parce que j'entends dire que ce que je vous dis n'est pas fait. Donc, je restitue, c'est fait. Après, il y a un problème qui n'est pas un problème spécifiquement Bourgogne-Franche-Comté, qui est un problème national. Une désaffection par rapport aux métiers techniques, par rapport aux métiers manuels, par rapport aux métiers industriels. Cette désaffection, elle est générale. Elle renvoie effectivement à des questions d'orientation, elle renvoie à des questions de connaissance des métiers pour lesquels il faut absolument multiplier des occasions, des opportunités, d'ailleurs innovantes, pour immerger les jeunes des collèges, les jeunes des lycées, dans la réalité des métiers. Donc non seulement des visites d'entreprises, mais on a aussi développé l'achat de casques virtuels dans les lycées qui plongent nos jeunes dans la réalité virtuelle des métiers
pour les leur faire connaître. J'entends M. Platré qui dit « Moi, quand je serai en responsabilité, je ferai témoigner des jeunes pour d'autres jeunes sur leur fierté de tel métier. » Nous l'avons fait dans les salles de cinéma de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons fait appel à des jeunes. Nous avons fait appel à des jeunes. Mais je vous parle des milieux scolaires. Nous avons fait appel à des jeunes qui parlent à d'autres jeunes, qui leur montrent la fierté d'avoir choisi les métiers de l'industrie. Donc, il faut continuer. Mais il y a un vrai sujet qui est un sujet de connaissance des métiers. Merci Marie-Guite Dufay. Stéphane Paris, notre partenaire de France Bleu, va nous rejoindre dans un instant. Stéphane, vous avez sélectionné plusieurs questions d'auditeurs. Alors, on va demander à chacun de nos candidats de répondre très clairement et très brièvement. C'est à vous Stéphane, bonsoir. Bonsoir Elsa, bonsoir à tous. Oui, 3 questions à partir des 1800 propositions laissées par les auditeurs de France Bleu sur la plateforme make.org, #masolution. Alors, des interrogations qui résument les priorités des auditeurs sur l'environnement, l'agriculture, le soutien aux filières courtes. Je vais vous poser à tous les 4 ces 3 questions et je vais vous demander d'y répondre assez brièvement, 10 à 15 secondes. Oui, non, d'accord, pas d'accord. Je commence par vous, Madame Dufay. Première question d'un auditeur, Georges de Talent, donc en Côte d'Or, et Philippe de Villers-sur-Saulnon en Haute-Saône. Faut-il financer davantage l'isolation des bâtiments dans le cadre de la lutte contre le changement climatique? Absolument. Absolument. Depuis 2013, nous avons un programme, il s'appelle EFILOGIE, où nous aidons à faire des diagnostics pour voir quels sont les travaux d'isolation à faire dans les bâtiments, où nous allons même jusqu'à financer une partie de ces travaux pour les familles les plus modestes. Il faut continuer, accélérer, pousser, économiser l'énergie, c'est essentiel. Merci. Gilles Platré. Oui, la réponse est oui. D'ailleurs, vous le retrouverez en toutes lettres dans mon projet. On est confronté à un changement climatique. Nous devons absolument adapter nos modes de vie. Donc la réponse est totalement oui. En mettant le paquet, juste par rapport à ce que vient de dire Madame Dufay, très court, tout simplement, ouais, très court, en mettant des règlements accessibles au grand public, ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment. Denis Turriot, oui, non? La réponse est oui. Je le fais déjà au niveau de l'intercommunalité. Les régions le font, l'État aussi, l'ANA le fait. C'est évident qu'on doit tous être dans cette direction, que les factures arrêtent parfois de coûter plus cher que les loyers. Julien Audoul, faut-il mettre des moyens sur l'isolation des bâtiments? La réponse est oui, bien évidemment. C'est l'une des mesures pour lutter contre la précarité énergétique et la région doit mettre de l'argent là-dedans, certainement pas pour le développement de l'éolien qui est une arnaque écologique. Donc vous êtes tous d'accord. Deuxième question posée par André de Molem dans l'Yonne. Faut-il développer le bio et l'équitable dans les cantines? On va faire l'inverse, on va commencer par vous, Julien Audoul. Il faut surtout développer le local. Oui au bio, mais surtout le local. Et d'ailleurs, dans mon projet, c'est 100% de viande et légumes issus de production locale. C'est bon pour la santé des lycéens, c'est bon pour les revenus de nos agriculteurs. Donc oui pour le local, mais non pour le bio. Si, bio et local, mais je préfère le local parce que vous savez, en termes de nutrition, vaut mieux du local et du bon plutôt que du bio qui vient du bout du monde. Denis Turriot, oui pour le bio dans les cantines? Tout ce qui est bon pour la santé, il faut le savourer. Donc oui, mais il faut aller au-delà parce que M. Audoul promet des choses qu'il ne pourra pas tenir. La plupart de nos maraîchers n'ont pas suffisamment de production à l'année pour fournir à 100%. Et je le sais. Par contre, moi, j'ai fait une proposition sur laquelle je n'ai jamais eu de retour de la région, c'est-à-dire unifier la restauration scolaire depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, ce qui ferait des gros volumes et qui ferait de la lisibilité pour nos producteurs. Ça, c'est du concret. Gilles Platré, vous êtes pour le bio dans les cantines et le commerce équitable? Je suis pour, là aussi, comme je l'ai fait à Chalon-sur-Saône, qu'on recentre notre approvisionnement. Les jeunes doivent manger des produits qui viennent à 100% de France et mon objectif, c'est 80% de produits régionaux. Ça peut être du bio d'ailleurs, j'ai aucun souci par rapport à ça, mais ça doit être des produits des producteurs de Bourgogne et de Franche-Comté. Et j'ajouterais juste qu'on continuera avec moi de manger de la viande dans les cantines, contrairement à ce que les Verts veulent faire par ailleurs. Marie-Guite Dufay, le bio dans les cantines? Absolument. Absolument. J'avais posé un objectif avant même que la loi pose le même objectif, qui était 50% d'alimentation bio et de proximité dans les cantines. On en est encore loin, parce que c'est très 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 compliqué de faire bouger les habitudes dans les lycées. Nous n'avons pas la responsabilité directe sur les intendants et les cuisiniers qui font les choix dans les lycées, mais nous devons pousser absolument pour aller dans ce sens-là. Merci Marie-Guite Dufay. Troisième et dernière question, posée par Fatma de Héricourt en Haute-Saône. Faut-il contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Je commence avec vous, Gilles Platré. Vous en avez déjà parlé. Oui, bien sûr, c'est un sujet énorme. La désertification médicale, c'est un enjeu énorme. Je suis heureux que d'ailleurs on en parle à la faveur
aborde cette question. Il y a des solutions qui existent. Des médecins salariés, la région peut aider lorsque les libéraux sont défaillants. Des unités mobiles de télémédecine, ce sont des cabinets avec une infirmière et un médecin qui peut faire un diagnostic à distance. Ces solutions sont là, nous les avons mis dans notre programme et nous irons parce que c'est un enjeu majeur pour les années qui viennent. On peut contraindre ? Par la loi, on peut contraindre, pas la région. Mais la région peut aider les collectivités dans les initiatives que je viens de citer et ça sera pour le bien de tout le monde. Denis Thuriot ? Il faut les inciter fortement. Moi, je n'aurais rien contre qu'un médecin qui est formé sur un territoire puisse s'engager pendant quelques temps. Il y a quand même une partie de la formation qui est payée. Ça me semblerait une bonne chose. Il faut qu'on en finisse avec cette problématique. On peut pallier un peu avec la 5G sur la télécabine, la télémédecine, la téléconsultation, mais ça ne suffira pas. On a quelque chose de très concret aussi dans notre programme, ce sont les internats ruraux. Vous savez, quand un médecin fait un stage ou un interne fait un stage chez un cabinet de médecine, il retourne en général vivre dans la grande ville. Mais là, il faut qu'il puisse vivre dans la ville où il pourrait s'installer. Donc je pense que chacun a cet effort à faire. Est-ce qu'on peut contraindre, Julien Audoul, les médecins à s'installer dans les déserts médicaux ? Contraindre, non, pas au niveau de la région. En revanche, on peut les inciter forcément. Les inciter plus que les contraindre. Bien sûr. Et moi, élu président de région, je recruterai 200 médecins salariés pour travailler dans les territoires ruraux désertifiés, oui, avec une ligne de bus médicalisée pour aller au plus près des personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes handicapées. Je tiens à dire que la télémédecine, c'est aussi une bonne chose, sauf qu'il faut la 5G. Et pour la 5G, il ne faut certainement pas les Verts qui sont contre ce progrès. Elle arrive quand même, la 5G. On termine avec vous, Marie-Guide Dufay. Faut-il contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux ? Ça, c'est une position nationale, de contraindre les médecins. Mais la région peut faire quelque chose. Non, la région, elle ne peut pas contraindre, elle peut inciter. Elle peut inciter, elle peut pousser des médecins à s'installer en milieu rural. Et notre mode d'incitation au niveau de la majorité qui était la mienne et de la liste que je pousse, c'est d'accompagner les maisons de santé qui regroupent plusieurs disciplines dans des bourgs qui peuvent mettre à disposition ainsi des habitants en milieu rural de la médecine générale, des kinés, des infirmières et un certain nombre de spécialités. Merci. Merci Stéphane. Jérémy, on poursuit. On parle de déserts médicaux, on va parler, madame, messieurs, de nos campagnes. Nous sommes, vous le savez, la région la plus rurale de France avec plus de la moitié des habitants qui vivent en dehors des villes. Comment aider nos campagnes et puis comment lutter plus généralement contre le sentiment d'abandon que ressentent les ruraux? On commence avec vous, Denis Thuriot. Par la proximité. La proximité, elle a un coût, mais c'est le coût de la démocratie. Et quand on l'ignore, eh bien, on en paye les conséquences, notamment sur l'extrême droite. Et pour moi, évidemment, je viens d'un territoire particulièrement rural qu'est la Nièvre, donc je sais un peu de ce dont je parle. Il faut faire davantage d'efforts vers nos territoires ruraux qui ont besoin de la force des grandes villes, qui ont besoin des villes médianes. Mais le dispositif de l'État pour les centres-bourgs bientôt, pour les petites villes de demain, ce sont des axes intéressants. Moi, je suis ville aussi cœur de ville, donc ça m'a permis d'accélérer. Au niveau régional. La région doit abonder. La région doit rajouter. Et la région est peu endettée. Et elle ne l'a pas fait pendant cette mandature. La région doit davantage s'endetter. Au-delà. La région doit payer les derniers kilomètres de fibre. Les communautés de communes n'y arrivent pas malgré les financements de France Numérique. En plus, elles ne seront pas propriétés d'infrastructures. Aujourd'hui, pour un habitant de Bourgogne-Franche-Comté, la fibre, c'est comme l'eau courante. Et s'il ne l'a pas, il se sent méprisé. Donc il faut se battre pour cela. On parlait de 5G. Moi, je suis pour la 5G raisonnable parce qu'elle apporte mieux de sécurité, mieux de santé. Je travaille sur le déploiement avec Cédrico sur les zones peu denses. 25%, nos opérateurs doivent le faire dans les zones peu denses pour 25%. Il faut tenir cet engagement. Bref, il faut concerner nos habitants partout, y compris dans les plus petits territoires. Nous le priorisons, ça me semble indispensable. Gilles Plattret, vous êtes d'accord? Plus de proximité et plus de fibres? Enjeu majeur, parce qu'on est à un tournant. Si on ne met pas le paquet sur la ruralité maintenant, des choses vont se passer qui vont condamner nos paysages et les habitants qui en profitent à des évolutions qu'ils n'ont pas décidées. J'ai pris un engagement dans cette campagne. Si je suis élu président, il y aura un vice-président chargé de la défense de la ruralité et de ses traditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la majorité que Mme Dufay voudrait constituer, nous soutiendrons ceux qui défendent la ruralité sur le terrain, les agriculteurs, les chasseurs. Elle ne défend pas les agriculteurs, Marie-Guide Dufay? Écoutez, en tout cas, pas correctement, si j'en crois toutes les remontées que j'ai sur le terrain. Quant aux chasseurs, allez donc demander à son allié Mme Mode, qui a signé la charte de L214, ce qu'elle en pense. Donc nous avons besoin de défendre les acteurs de la ruralité. Ça veut dire concrètement, et ça implique aussi la défense de nos paysages. Nous ne pouvons pas devenir une réserve à éolienne, cette énergie non pilotable décidée par l'idéologie des Verts, à laquelle souscrit Mme Dufay, comme M. Thuriot d'ailleurs, puisqu'ils sont d'accord sur ce point. Donc on a un vrai projet de défense de la ruralité. Si nous ne faisons pas ça, demain, vous aurez des gens qui viendront
des centres-villes d'ailleurs, ce qu'on appelle vaguement les bobos, qui nous diront, à nous qui vivons dans la ruralité, eh bien vous devez vivre de telle façon. Ça c'est hors de question, c'est presque une question de civilisation. Et en tout cas, nous, on a décidé d'y consacrer du temps, des moyens, et donc une délégation spécifique sur la défense de la ruralité. La réponse de Marie-Guilde Dufay, vous ne défendez pas les chasseurs, vous ne défendez pas Je défends la ruralité aussi les agriculteurs. parce que nous sommes une région extrêmement rurale, la plus grande région rurale de France. Donc forcément, c'est une grande priorité de la région. Et donc cela s'est manifesté par une attention à tous les territoires avec lesquels nous avons passé tous des contrats pour pouvoir leur amener des financements sur leurs projets structurants, leurs projets qui leur amènent des services pour leurs habitants. On parlait tout à l'heure des maisons de santé. Mais comment lutter contre le sentiment d'abandon? Je reviens à ma question initiale. C'est en multipliant, écoutez, je peux peut-être terminer. Oui, mais... C'est en multipliant les services. Quand tout à l'heure, je vous ai montré par Limois d'Amour, voilà un village qui était complètement atone, et là qui est en train de revivre, où il y a toute une animation, des liens sociaux qui sont en train de se retrouver autour de ce commerce qui structure la vie du village. Parce qu'à partir de la boulangerie, c'est d'autres services qui se mettent en place. Il faut que l'on pousse la mise en place de ces services. Alors après, la fibre, c'est indispensable. Et la région, aujourd'hui, elle ne fait que accompagner les départements, puisque c'est les départements qui ont la responsabilité d'amener la fibre, elle les accompagne. Mais là où on voit que la fibre n'arrivera pas avant 2 ans ou 3 ans, nous avons mis en place un système qui amène le très haut débit par voie hertzienne, par voie radio. Ça s'appelle R-Cube. Et ça marche dans les campagnes. Parce que dans les campagnes, quand la fibre sera partout, quand le très haut débit sera partout, eh bien, elles pourront relever la tête dignement. On fait tourner la parole. Julien Audoul, comment on aide nos campagnes et comment on lutte contre ce sentiment d'abandon? Déjà faire le bilan de la candidate sortante. La candidate sortante a été la présidente de la région de Dijon, de la métropole de Dijon. Elle n'a pas été la présidente de la Bourgogne-Franche-Comté et certainement pas la présidente de la ruralité. On a une région essentiellement rurale, tout a été centralisé à Dijon. Les subventions, les emplois, les développements, les attentions. Clairement, il faut rééquilibrer. Et je serai le président du rééquilibrage territorial. Par une mesure simple et concrète, le bouclier rural. À chaque fois que la région versera 1 euro d'argent public pour les métropoles, elle versera en retour 1 euro pour les petites communes, pour réaménager, pour investir, pour favoriser la réimplantation de commerces locaux. La réalité, c'est que la politique de la gauche et l'extrême gauche, c'est effectivement une politique de bobo. C'est un triptyque extrêmement funeste. Plus d'impôts pour la ruralité, pour les automobilistes déjà, et les automobilistes franc-comtois qui l'ont payé durement. C'est plus d'éoliennes qui plombent l'attractivité, qui dévastent nos paysages, qui saccagent la biodiversité. Parce que Mme Dufay a beau jeu, à la fois elle développe l'éolien et en même temps elle soutient les chauves-souris qui sont massacrées par les éoliennes. À un moment donné, il faut choisir. Moi, ce sera le choix de la nature, des terroirs, des paysages. Et puis, la politique des Verts, de la gauche et de l'extrême gauche, c'est aussi disséminer les migrants dans nos campagnes. C'est le fameux vivre ensemble. Sauf que dans la ruralité, nous, on ne veut pas de migrants. On veut des services publics, on veut du réseau, on veut du numérique, on veut des médecins, on veut de la sécurité. C'est ça la réalité aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup. Oui, effectivement, Jérémy, un point clé du développement du territoire, c'est l'agriculture. On a rencontré, vous allez l'entendre, un agriculteur bio qui manifestait hier avec ses collègues. C'était à Lons-le-Saunier dans le Jura pour davantage de reconnaissance. Et du coup, il vous interpelle, on l'écoute. Frédéric Jacquelin, paysan boulanger à Bersaillen dans le Jura. Je suis également président du groupement d'agriculteurs bio du Jura. On est dans un contexte de négociation de la politique agricole commune qui nous est largement défavorable. Depuis la loi NOTRe, les régions ont de grandes prérogatives sur l'agriculture. Donc nous souhaitons savoir comment les candidats vont soutenir l'agriculture biologique et la relocalisation de notre alimentation. Gilles Platré, le développement de notre agriculture passe-t-il forcément par le bio? Non. Non, il passe notamment par le bio, mais le bio reste une filière de niche. Si vous étendez le bio généralement, vous n'arriverez pas à tirer le revenu nécessaire de cette filière-là. Donc je le dis très clairement, ne croyez pas que l'avenir, ça soit tout en bio. En revanche, il faut effectivement aider ceux qui décident. J'étais dans la dernière ferme de Montbéliard il y a quelques jours, qui s'est reconvertie en bio il y a quelques années et qui s'en porte bien. Donc on a un choix à faire, et ce choix, c'est vraiment celui de soutenir cette agriculture. J'ajouterai la sylviculture et également la viticulture qui commence à souffrir beaucoup du changement climatique, parce que nous sommes une région où le secteur primaire,
Ces métiers sont beaucoup plus importants que dans le reste de la France. La population active qui vit de l'agriculture est plus importante chez nous. Ça veut dire quoi demain? Ça veut dire créer d'abord un Parlement de l'agriculture en Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je tiens à ce que les acteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la viticulture se retrouvent au moins 2 fois l'an au Conseil régional, dans toutes leurs filières, pour qu'on puisse discuter avec eux de la politique à mener. Ça veut dire créer un outil de promotion, je vais vite, un outil de promotion, c'est-à-dire un salon de l'agriculture et de la viticulture de Bourgogne et Franche-Comté. Et ça veut dire aussi mettre les moyens de communication. Parce qu'on en a marre de l'agribashing, c'est toujours le même problème. Ces urbains qui viennent dire aux paysans comment ils doivent vivre. Donc demain, la structuration des filières pour dégager du revenu, des aides européennes, y compris des aides hors PAC, elles n'ont pas été sollicitées. On a été nuls sur la mobilisation des crédits européens. Or, il y a de l'argent pour l'agriculture, y compris en dehors des crédits de la PAC. Denis Thuriot, est-ce qu'on favorise, est-ce qu'on développe l'agriculture biologique? On ne pourra pas tout faire avec l'agriculture biologique, je m'en suis expliqué tout à l'heure. Par contre, trop d'agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur métier. Donc il faut qu'on soit attentif à cela. Effectivement, les régions gèrent maintenant la PAC, hormis les zones surfacielles. Et donc nous devons être attentifs à aider les bonnes filières, à aussi assurer une continuité dans la consommation, dans les commandes. Et aujourd'hui, à la sortie de crise sanitaire, la proximité aussi de nos agriculteurs, on l'a retrouvée dans leurs clients, et c'est très bien ainsi. Mais moi, je voudrais vous faire une révélation. Parce que la difficulté de l'accord de Mme Dufay avec les Verts, elle va poser souci. Elle va imposer beaucoup de contraintes à toute l'entreprise en général et notamment au monde agricole. Et un membre de LV m'a confié que cet accord il est insatisfaisant. Il a même été choisi entre la peste et le choléra. Ça veut dire que demain, Mme Dufay, qui s'est constituée prisonnière du Parti communiste et des Verts radicaux, sera coincée et n'aura pas de majorité. Et ce sont les Verts qui vont imposer de nouvelles normes aux agriculteurs de façon excessive. C'est ça la réalité. Les Verts ont le pouvoir à la région d'imposer des normes aux agriculteurs, monsieur Thuriot ? Dans l'accord avec Mme Dufay, plus d'aide sur l'aéroport d'Oltavo. Dans l'accord avec Mme Dufay, remise en cause de la filière nucléaire, c'est 500 emplois minimum dans le territoire de Belfort et ailleurs. Si je peux me dans permettre, l'accord avec Mme Dufay, ça n'est plus j'ai vu l'accord, les Verts se désolidarisent de la majorité. C'est pas la même chose. Et dans les Verts avec Mme Dufay, ça sera beaucoup de contraintes pour nos agriculteurs, alors que nous, dans notre programme, nous voulons les aider à s'installer, et c'est pas en leur imposant des normes excessives. La transition écologique, oui. La transition écologique destructrice d'emplois et d'activités, non. Allez, on laisse répondre. Les Verts n'ont pas remis en cause les différentes mesures que j'ai mises en avant pour l'agriculture. Donc vous avez posé tout à l'heure la question de la bio. La bio, il faut la soutenir, c'est une agriculture vertueuse. Et aujourd'hui, il y a des arbitrages qui sont en train de se faire au niveau national, à l'aube de la PAC, et qui ne leur sont pas favorables. J'ai d'ailleurs signé une tribune en ce sens-là il n'y a pas longtemps, et il faut qu'on soit très très vigilant. Donc je défends la filière bio. Mais tout le monde ne peut pas être en bio. Aujourd'hui, les bio, ils s'en sortent parce qu'ils avaient un système qui est en train d'être remis en cause à travers la PAC, donc il faut être très vigilant. Et ceux qui ne sont pas en bio, eh bien notre responsabilité à la région, c'est de tout faire pour qu'ils aient un revenu décent de leur travail. Alors quand ils vendent leurs bêtes, par exemple, puisque nous sommes une grande région d'élevage, à l'extérieur, la région, elle ne peut rien faire sur les cours des marchés qui ne font que baisser et se dégrader. Par contre, on peut travailler à ce qu'il y ait une relation directe entre les producteurs et les moyennes surfaces, pas d'intermédiaire. Je vous coupe la parole, on arrive à la fin de cette émission. Mais oui, mais c'est très important de travailler à un revenu. De donner la parole Nous allons à Julien créer Audoul. une marque juste et locale, parce que la question du revenu juste pour le paysan, c'est extrêmement important. Julien Audoul. Marie-Guy Dufay découvre les vertus du local à la fin du mandat. C'est une bonne chose. Moi, je ne les ai pas découvertes. Elles sont dans mon programme, et en tout cas dans mes engagements depuis longtemps. Oui, une marque fabriquée en Bourgogne-Franche-Comté. Pour soutenir, pour subventionner, pour aider toutes celles et tous ceux qui produisent dans nos terroirs, toutes celles et tous ceux qui ne font pas, non pas l'effort de l'idéologie du bio, parce qu'aujourd'hui le bio c'est bien, le bio à tout prix c'est une mauvaise chose. Ce qui est important c'est le raisonné, le raisonnable et le local. C'est ça qu'il faut soutenir. Les filières d'excellence, nos producteurs, nos artisans et puis nos éleveurs également. Parce que l'alliance avec les Verts, elle pose un vrai souci, et j'ai rencontré des éleveurs dernièrement, sur la prolifération des grands prédateurs. Les Verts, on le sait, veulent la cohabitation entre nos éleveurs et le loup. C'est une cohabitation impossible. Moi, je serais clairement pour que la région prenne une position
pour qu'il n'y ait plus de grands prédateurs dans nos campagnes en Bourgogne-Franche-Comté, car la cohabitation est impossible. Il faut soutenir nos éleveurs et non pas des grands prédateurs. Merci Julien Audoul. Il nous reste moins de 5 minutes d'émission. Une dernière question en guise de conclusion. Je me tourne vers vous, Gilles Plattret. Vous avez 50 secondes. Pourquoi faut-il voter pour vous dimanche prochain ? Je m'adresse à celles et ceux qui aiment la Bourgogne et la Franche-Comté. Ce sont deux régions qui ont gardé une identité, même dans le cadre élargi. Nous pouvons ensemble les faire rayonner en respectant leur identité, en retournant sur le terrain pour défendre la sécurité de nos concitoyens qui deviendra une compétence régionale à part entière, en mettant la santé comme un objectif pour lequel nous lutterons contre la désertification médicale et pour l'adaptation du logement de nos aînés à la perte d'autonomie. Nous pouvons faire en sorte que l'écologie ne soit plus un problème gauchiste, mais une réalité de terrain qui sera défendue contre les éoliennes, pour le nucléaire, pour les petites unités de méthanisation raisonnée, bref, une écologie de terrain, loin de la petite politique politicienne. C'est cette région que nous voulons. Vous avez le choix, il y a 4 figures, 4 projets, ne vous trompez pas, votez, mais votez par amour pour ces territoires que nous aimons par-dessus tout. Merci Gilles Plattret. Marie-Guide Dufay, votre conclusion s'il vous plaît. La liste que je conduis a mis en son centre 3 priorités. Tout faire pour l'emploi, la protection de l'emploi, le développement de l'emploi, accélérer tout ce qui relève de la transition écologique énergétique, et puis travailler en s'appuyant sur la 3e devise de notre République, la fraternité. Voilà pourquoi je vous invite à voter pour cette liste. Et je vous le dis, une liste de gauche, elle met les solidarités en son centre. Eh bien, nous veillerons à ce que demain, il y ait des politiques différenciées, territoire par territoire, selon les difficultés que rencontrent ces territoires. Et je pense, bien sûr, à Saint-Claude. Nous mettrons en place des géographies de territoires de reconquête pour véritablement faire vivre une solidarité régionale. Merci beaucoup Marie-Guide Dufay. Julien Audoul, pourquoi faut-il voter pour vous dimanche prochain ? Vous avez 50 secondes. Je m'adresse aux électeurs du Rassemblement national, à toutes celles et tous ceux qui ont déjà voté pour Marine Le Pen. Dimanche, allez voter. Dimanche, faites-nous gagner. Dimanche, faites gagner vos idées, vos valeurs. Vous pouvez faire barrage à la gauche et à l'extrême gauche. J'appelle les électeurs, les républicains, à me rejoindre, à faire barrage aux folles politiques des extrémistes verts, à faire barrage à ce funeste triptyque, plus d'impôts, plus d'éoliennes, plus de migrants. Ensemble, nous pouvons gagner. J'ai besoin de vous. La Bourgogne-Franche-Comté a besoin de vous. Dimanche, votez. Merci Julien Audoul. Et enfin, Denis Thuriot, votre conclusion. Vous avez, comme chacun des 3 autres candidats, 50 secondes. L'abstention ne doit pas devenir le premier parti de Bourgogne-Franche-Comté. L'abstention n'a pas de visage, l'abstention n'a pas de programme, l'abstention ne vous aidera pas. 1 300 000 personnes parmi vous ne sont pas allées voter dimanche dernier. Donc, contrairement à ce qui a été dit, tout reste possible parce qu'il n'y a jamais eu une telle abstention en France. Ce choix, il se limite à la gauche qui s'est alliée avec l'extrême gauche bloquante qui va créer la suppression de beaucoup d'emplois. Ce choix, il se limite avec un programme commun, d'ailleurs ce qui n'est pas contesté, entre LR Debout la France et le Rassemblement national. Ce ne sont pas les gens de droite constructive, ce ne sont pas les gens de droite gaullistes. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est choisir la raison, c'est choisir l'équilibre, c'est choisir un programme de relance. Et donc, la famille que je représente, c'est tous les bourguignons franc-comtois, ce n'est pas juste l'extrême gauche de Marie-Guide Dufay. Moi, je dis simplement à nos électeurs, vous avez le pouvoir de voter, utilisez-le dimanche. Merci beaucoup Denis Thuriot. Merci à tous les 4 d'être venus débattre sur ce plateau ici au Palais des Congrès de Beaune. On vous souhaite une très bonne dernière journée de campagne demain. On vous donne rendez-vous sur notre plateau à tous les 4 dimanches puisque ce sera la grande soirée électorale à partir de 19h55. Et à 20h, on annoncera lequel de vous 4 présidera pour les prochaines années le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Un petit peu après 20h, dit Madame Dufay. Dès 20h, je vous promets. Si ce n'est pas trop serré, dès 20h. Merci Jérémy, merci Stéphane d'être venu et merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, vos journaux en Bourgogne et en Franche-Comté. Passez une très belle soirée et vive la politique.